Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les inondations qui affectent le nord-est du Maroc. Environ 150 000 personnes ont été évacuées. Parmi les zones touchées, celle de Kassar el-Kébir, stratégique pour l'approvisionnement de Tanger. Explication à suivre dans ce journal. À la une aussi, cette centaine de détenus de la crise post-électorale d'octobre 2025 qui ont comparu au Cameroun. Ils sont jugés pour propagation de fausses nouvelles, attroupement, rébellion en groupe et non-présentation de carte d'identité pour avoir participé aux manifestations contre les résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier qui avait vu la victoire du président Paul Biya. Et notre focus de ce samedi soir nous mènera dans les couloirs et des prétoires avec un jeune avocat brillant issu des quartiers populaires et qui porte la robe comme un manteau d'engagement. Seydi Ba publie un livre, Coup de poing sur la justice française, un récit à vif entre colère et idéal, comme on traverse un feu, ce que la robe exige, et c'est chez Jean-Claude Lattès. On ouvre ce journal en allant dans le nord-ouest du Maroc. De larges zones des provinces de Sidi Kassem et de Larache sont inondées, une zone stratégique pour l'approvisionnement de Tanger. Environ 150 000 personnes ont dû être évacuées selon les autorités. Les détails avec Alice Broga. La mosquée de Kassar el-Kébir, cernée par des eaux verdâtres qui ont inondé les rues à perte de vue. La quasi-totalité des habitants de cette ville, située à une centaine de kilomètres de Tanger, a été évacuée. Plus au sud, dans la province de Sidi Kassem, les précipitations d'une intensité exceptionnelle ont submergé les champs agricoles, les routes et les ponts. Les gendarmes s'activent pour secourir des habitants bloqués par les eaux et acheminer des produits de première nécessité. Proche du littoral, au nord de Rabat, les autorités ont installé un vaste camp d'urgence pour accueillir des sinistrés après le débordement de la rivière Sebou. Nous avions un problème d'eau et l'eau est entrée dans notre maison. Ils nous ont amenés ici et nous avons tout. De l'eau, de la nourriture, tout est fourni. Nous sommes du village de Vlad Chokar. Les autorités se sont occupées de nous. Nous avons été sauvés de notre maison inondée, ainsi que nos biens et nos animaux. Mi-décembre déjà, d'importantes inondations sur la côte atlantique avaient causé la mort de 37 personnes au Maroc. Les précipitations enregistrées ces 5 derniers mois ont dépassé la moyenne annuelle de la dernière décennie, marquée par 7 ans de grave sécheresse. On passe au Cameroun où 142 détenus de la crise post-électorale d'octobre 2025 ont comparu devant le tribunal militaire de Yaoundé le 8 janvier dernier. Ils sont jugés pour propagation de fausses nouvelles, attroupement, rébellion en groupe et défaut de carte d'identité pour avoir participé aux manifestations contre les résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier, donnant Paul Biya vainqueur. Les familles dénoncent une injustice. Le reportage de Marcel Amoko, Richala Tesso et Edwin Yutsop. Dans son modeste domicile du quartier Briqueterie à Yaoundé, Madame Souleymano, 40 ans, qui souhaite rester anonyme, porte le double poids de sa grossesse et de l'incarcération de son époux. En novembre dernier, son mari, ici en image, a été arrêté alors qu'il rentrait de la prière non loin de son domicile. Enceinte de 8 mois avec 2 enfants en charge qui ne sont plus scolarisés, faute de moyens financiers, elle estime que son mari est innocent. J'implore seulement la justice camerounaise de le libérer parce qu'il est innocent. Il n'a rien fait, il n'a pas manifesté, lui rentrait juste de la mosquée. À l'autre bout de la ville, nous retrouvons Erwin. Ce matin-là, elle s'apprête à rendre visite à son frère aîné, incarcéré à la prison principale de Yaoundé. Dans son panier, un modeste repas auquel elle ajoute des fruits. C'est ici que moi je veux 2 à 1500. Ludovic Daga, ingénieur agronome de 50 ans, a battu campagne dans l'ouest du pays pour Issa Tiroma Bakari, candidat malheureux à l'élection présidentielle qui conteste toujours la victoire de Paul Biya. Il a été arrêté en novembre dernier dans sa ferme avant d'être ramené à Yaoundé quelques jours plus tard. Sa famille s'inquiète de sa détention. Qu'on nous dise exactement de quoi on le reproche et qu'on le libère, surtout qu'on le libère parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait en prison. Quel crime il a commis, quelle faute il a commis, on veut savoir. Elles sont près de 2000 personnes incarcérées dans les prisons à travers tout le pays. À Yaoundé, 142 d'entre elles ont comparu devant le tribunal militaire le 8 janvier dernier. Pour Maître Ndam du collectif Défense citoyenne, le tribunal militaire n'est pas compétent pour juger ces affaires. C'est une violation flagrante de la loi que nous avons dénoncée
dès l'ouverture des procès au 8 janvier. Tous ceux qui sont conduits devant le tribunal militaire sont poursuivis pour des infractions qui ne sont pas de sa compétence. Toutes les autorités camerounaises que nous avons contactées n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. La prochaine audience est prévue le 12 février prochain. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Une nouvelle cyberattaque a visé un service stratégique de l'État sénégalais après le site des impôts. C'est le département de l'autonomisation des fichiers rattaché au ministère de l'Intérieur qui a été ciblé. Un piratage jugé très grave car il concerne des données biométriques hautement sensibles de millions de citoyens. La commission de la CEMAC est contrainte de mettre ses activités à l'arrêt en cause d'une grave crise de trésorerie liée au versement justement par les États de la taxe communautaire d'intégration, une situation qui menace les projets régionaux et fragilise un peu plus l'intégration dans la sous-région. De nouvelles tensions secouent le PDCI en Côte d'Ivoire. 3 députés maires ont décidé de ne pas rejoindre le groupe parlementaire de leur parti, dénonçant un manque de concertation interne, un nouvel épisode de division qui fragilise un peu plus l'opposition face à l'Assemblée, une Assemblée nationale largement dominée par le parti au pouvoir, le RHDP. Des milliers de partisans de l'ancien régime ont assisté à l'inhumation de Seif al-Islam Kadhafi, fils de Moammar Kadhafi, assassiné cette semaine. À Bani Walid, c'est le fief des pro-Kadhafi. Les manifestations dénoncent une élimination politique et scandent des appels à la vengeance, le qualifiant de martyr. Sa mort ravive les fractures d'un pays toujours divisé entre 2 pouvoirs rivaux, 15 ans après la chute du régime. Et on passe à notre focus de ce samedi soir et s'intéresse à un jeune avocat franco-sénégalais qui fait parler de lui. À 31 ans, Seydi Ba publie un livre coup de poing sur sa vie d'avocat pénaliste. Comme on traverse un feu, aux éditions Jean-Claude Lattès, enfant des quartiers populaires français. Aujourd'hui, au barreau de Paris, il raconte l'intensité des comparutions immédiates, des nuits au dépôt, des injustices sociales, raciales, mais aussi la beauté de la robe d'avocat, ce qu'elle exige et ce qu'elle incarne, une voix singulière qui mêle l'intime et le politique. Merci, maître Seydi Ba, et bienvenue dans votre JTA. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, dans ce livre, dès le début, comme on traverse un feu, vous décrivez la robe d'avocat, ce qu'elle représente comme une seconde peau. Quelle est la signification de cette métaphore pour vous ? La robe d'avocat, c'est avant tout un rêve qu'on voit un peu loin dans la nuit, qu'on essaie d'atteindre. Et ensuite, la robe d'avocat, une fois qu'on l'a atteint, c'est une exigence, parce qu'on rejoint quelque chose de plus grand que nous, de plus fort que nous. Voilà, on pense à nos glorieux aînés, Jacques Vergès, Gisèle Halimi pour moi, et on a envie d'être à la hauteur. On a la même robe qu'eux, donc on doit être à la hauteur. Ensuite, cette robe, c'est une armure pour nous, par rapport à la violence qu'on peut avoir de la part d'une société qui ne nous comprend toujours pas, par rapport à nos clients, etc. Et nous sommes enfin un bouclier. Donc cette armure, elle est un bouclier pour les clients et parfois l'âpreté et la violence de la justice qui s'abat sur eux. Alors vous êtes né à Montargis, loin des parcours classiques de la profession. Vous définissez comme un anti-produit du déterminisme social. Qu'est-ce que ça change dans votre manière de plaider ? Vous savez, nous, les avocats, on est un peu des interprètes. J'aime à penser que notre fonction est de traduire la loi envers le justiciable, de traduire les dires des magistrats envers les justiciables, mais également de traduire parfois ce que nos clients ont à dire, ont vécu, ont pensé, et le traduire parfois à des magistrats qui sont bien éloignés de ce mode de vie, de ces manières de s'exprimer, de ces manières de penser, pour qu'ensemble ils puissent se comprendre. Et alors là-dedans, il y a du racisme ordinaire au sein du monde judiciaire. Par exemple, il y a un moment où vous entrez et on vous prend pour l'interprète en bambara, par exemple, et que vous êtes obligé de vous présenter. Ça, c'est quelque chose qui vous arrive souvent. Vous décrivez d'ailleurs que la façon de vous habiller, vous faites attention maintenant, parce que sinon on vous prend pour un prévenu, en fait. C'est-à-dire que, on me prend pour l'interprète en bambara alors que moi, c'est plutôt le peul. Oui, en plus. En plus de ça, donc c'est vrai qu'on est nécessairement, quand on est avocat noir en France, dans les tribunaux, dans les prisons, dans les juridictions, on est nécessairement dans le contrôle de notre habillement, de notre apparence, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Si on a le malheur de mettre des baskets, on passe pour un étudiant au mieux ou un prévenu au pire. Donc moi, c'est pas que ça m'amuse de mettre des costumes, j'y ai pris goût, mais je suis obligé de le faire. Et pareil avec la robe, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu une armure par rapport à ça, parce qu'au moins,
on présume que je fais partie au moins de la famille de la justice. Alors greffier, magistrat, avocat, on ne sait pas trop, mais au moins il y a une présomption de respect. Alors c'est aussi une très belle d'ailleurs réflexion sur la justice en disant qu'il ne faut pas confondre finalement l'avocat et la morale. Il y a tout un passage sur la morale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ? En tant qu'avocat, on est très souvent soit rattaché à ce que nos clients peuvent dire, peuvent penser, surtout à ce qu'ils peuvent avoir fait, alors que nous, on est là pour défendre, on est là pour représenter, on est là pour démontrer que l'humain peut s'améliorer et qu'il n'est pas le pire, même dans son pire jour. Donc nous, avocats, c'est notre fonction. On n'est pas nécessairement dans l'approbation des actes, par contre, on est dans la croyance intime, et je l'ai, que tout le monde peut être meilleur. Donc voilà pourquoi on ne peut pas être rattaché. Mais également, on nous considère un peu comme des mercenaires, hein, c'est-à-dire qu'on est capable de vendre votre âme au diable. Exactement, de pleurer avec la veuve la veille et de défendre le meurtrier le lendemain. Moi, je pense que nous sommes avant tout des juristes qui mettons notre intellect, notre pensée, notre réflexion au service des justiciables pour qu'ils puissent être le mieux représentés. Mais en quoi est-ce que c'est important ? Peut-être expliquer aux gens pourquoi est-ce que souvent il y a évidemment des grands philosophes qui ont pensé cette action-là. À quel point c'est important de défendre tout le monde, y compris ceux qu'on ne voudrait pas voir de la société, mais en tout cas, y compris les pires meurtriers. Pourquoi c'est important ? C'est justement parce qu'on ne veut pas les voir dans la société qu'il faut les défendre. Il faut les défendre parce que tout le monde a le droit d'être le mieux représenté. Et même la société, j'ai envie de dire, aime à penser qu'il faut mettre certaines personnes à l'écart, mais peut-on, et ça s'est vu, par exemple des erreurs judiciaires, ça s'est vu à de nombreuses reprises, nous ne serions pas à l'aise à l'idée d'avoir une forme d'incertitude parce qu'une personne n'a pas pu se défendre, parce qu'elle n'a pas eu d'avocat, parce qu'elle n'a pas eu la parole en dernier et dans son entièreté, à l'idée que peut-être elle est coupable, peut-être qu'elle n'est pas coupable. Nous, en tant que société, j'estime qu'on vaut mieux que ça. Et en ce sens, l'avocat est un peu une voix, une vigie, un défenseur pour faire en sorte en fait, que cet état de droit soit dans son entièreté préservé et donc que chaque voix puisse être, en tout état de cause, entendue. Alors, vous êtes avocat pénaliste, vous dites écrire pour faire sentir aussi la justice, ce qu'on voit très rarement d'ailleurs dans les journaux télévisés, en tout cas en France, parce que la plupart des procès ne sont pas filmés, mais et quand bien même le serait-il, est-ce que peut-être qu'on ne saisirait pas l'entièreté de la subtilité de la justice ? Parlez-nous d'un exemple d'une affaire que vous avez eu à plaider, l'affaire Jamel Benjabala, je crois, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste pour que les spectateurs se rendent compte en fait de l'envers du décor? La justice, à mon sens, elle gagnera à être plus vue, vous l'avez dit. Moi, j'aimerais que les gens qui lisent mon livre prennent une après-midi, ils aillent en comparaison immédiate pour voir ce qu'est la justice rendue concrètement tous les jours. L'affaire dont vous parlez de Jamel Benjabala, qui est décédé, c'est une personne qui a été tuée pour des motifs absolument racistes, qui s'est fait rouler dessus 3 fois devant sa fille après qu'on l'a insulté de Mohamed Merah, qu'on l'ait traité de bougnoul entre autres, etc. On a la justice aujourd'hui qui refuse de reconnaître le circonstance aggravante de racisme et de préméditation, ce qui est une interprétation totalement contre-allégème. C'est-à-dire que la loi nous dit que dès lors que on a ces circonstances, ces paroles qui précèdent ou qui accompagnent un acte d'homicide, c'est une circonstance aggravante qui doit être retenue. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une affaire qui est toujours en cours, donc à l'instruction. L'instruction, c'est un peu cette période dans laquelle on enquête, on regarde, qui est totalement opaque et dont le justiciable n'a même pas connaissance. Moi, je suis en train de me battre en ce moment justement pour que cette famille qui m'a mandaté puisse voir justice et puisse voir en réalité, la justice de notre pays les écoute. Parce que ce pauvre Jamel, il avait notamment déposé plainte 3 fois envers la personne qui l'a tué pour un jeu raciste. Et il n'a pas été entendu parce que le parquet de Dunkerque avait classé sans suite. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que même si cette justice, elle est encore un peu aveugle par rapport notamment à certaines violences racistes, mon objectif, c'est de lui faire ouvrir les yeux. Vous faire ouvrir les yeux. Alors, ce livre aussi est évidemment une ode à la justice, au métier d'avocat. Si un jeune nous entend, parce que vous êtes aussi jeune, vous avez 31 ans, mais un jeune lycéen qui a envie de faire du droit, qui vient particulièrement des quartiers populaires, qui s'imagine que c'est pas pour lui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Alors moi, mon message pour la jeunesse, c'est qu'on a besoin d'elle. Aujourd'hui, notamment à l'heure où les fascismes se lèvent, où les démocraties s'essoufflent et où on va dire que la justice est un peu l'otage des prises de parole des vedettes politiques de l'instant. Aujourd'hui, on a besoin en tant que justice, avocat, magistrat, greffier, huissier,
On a besoin encore de cœurs vaillants et de voix qui s'enflamment, de jeunes qui ont du courage et qui ont envie de se battre contre vents et marées pour un idéal de justice. Alors peut-être pas le mien, peut-être le leur, mais en tout cas un idéal de justice, parce que c'est qu'en confrontant ces différents idéaux qu'on pourra en faire sortir quelque chose de merveilleux, donc une certaine vision de la justice. Absolument, et il en faudra du courage pour traverser le feu, justement, ce que vous écrivez, comme on traverse un feu, ce que la robe exige, c'est chez Lattès. Merci beaucoup Seydi Ba, je vous souhaite grand succès. Précipitez-vous parce que le livre est vraiment hyper passionnant sur cette plongée dans le monde judiciaire. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Merci à tous d'être venus, d'avoir suivi cette édition. En particulier ce soir, évidemment, de tout le Fouta à Paris en passant par Montargis. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. Le jeudi 8 janvier et le vendredi 9 janvier ont lieu les plus grandes manifestations contre le régime qu'ait jamais connu l'Iran depuis 47 ans. Après cette période d'euphorie, de millions de personnes qui descendent dans la rue avec beaucoup d'espoir, la répression va être terrible, puisque Internet et les communications vont être coupées. Nous n'allons pas connaître l'ampleur de la répression jusqu'au dimanche 11 janvier, avec ces images qui vont faire le tour du monde, celle de la morgue de Karizak, dans le sud de Téhéran. Ces images brutes qui font 6 minutes, la personne qui les a fait sortir d'Iran a parcouru 1000 km pour pouvoir montrer au monde l'ampleur de cette répression, le plus grand massacre qu'ait jamais connu l'Iran. Nous avons donc décidé de redonner une voix aux Iraniens, eux qui sont muselés par leurs autorités.